Bonjour, bonsoir de l'Ankara. Good evening from Ankara. Thank you very much for inviting me to this very fine international event. I have about 5 minutes. I was told to talk about how nations succeed and in general innovation. In fact, I had a presentation, but I was told that I'm not allowed to do that, so I'll just talking about those ideas. Well, innovation is one of the drivers of the success of nations, and the success of nation we can measure simply in terms of per capita GDP. Not that per capita GDP can capture all that development story, but because we don't have any better simple measure than that. So if for developing countries or regions looking for catch-up, a recipe is asked, it is probably industrial policy, of which innovation is a major part. But that is not something that is debated. Everybody likes innovation. Everybody, says that it's very important. But why is it so important? And who and how innovation can be achieved? Who can do the innovation and how innovation can be achieved? It's a different story. So I'll just spend a few minutes on these things. Well, industrial policy, which is the main topic of my book, How Nations Succeed, is a must for regions, cities, or countries to rise. And industrial policy consists of different components, of which, and the most important thing for today, is innovation. So who can innovate? Well, basically, it starts with the society and the individual, because innovation is not only for companies, etc. It's not only about products, but it is also for societies and individuals. The individual and the society should be in continuous change. It should look for new ways of doing things, both at the individual and the society level. But of course, what is more important and which really drives growth and income is innovation by companies. The companies are transformers of ideas into innovation. Why one can say that is that because innovation is so different compared to ideas. Innovation means ideas which are turned into money and economic development. And the main agent for it are the firms. So therefore, the society, the individuals, and of course the government should enable the productivity, innovational productivity of the firms if the society and the region and the country is to develop and rise. So how is that achieved? First, we should look at the government. The first thing to note is that as Mariana Mazzucato, another economist, has written an excellent book and underlined this idea, and I think she was supposed to be a speaker here. I don't know if she's speaking in the conference, but she was talking about the idea that the government should be an innovator in itself. The government should be continuously rediscovering itself, redesigning itself, reforming itself. But at the same time, what is important is government should be and can be an enabler of innovation by firms. So it should devise policies, it should devise the atmosphere and environment for firms to flourish in terms of innovation. How is that to be achieved is, of course, a subject of further analysis depending on the situation of the region, country, etc., etc.
But of course, there are certain rules and tools that could be used by every policy, every country, and that is mostly in the book How Nations Succeed, so I leave it there. But one last thing is the policies, the innovational policies of governments, including Quebec or Canada or the US or whatever governments. The one very important point is that they should be aware of the almost certain failure of one-size-fits-all innovational policies. What that means is very simple. You cannot devise for one. You cannot devise a single policy and you expect that it should fit all the types of firms in your country or your region. So the first step should be to analyze the innovational profile of the firms in the region, in the country, in the city, whatever. And then depending on that innovational profile of major group of firms in the country or the region, you devise specific policies that fits to that need. One simple example is the following. Let's assume you have one group of company, and I'm actually using a method that we have produced in another article. But let's assume that you have one group of companies, which are many companies, let's say, which are not aware of innovational value. So they may be producing some new products, etc., but they are not simply aware of the fact that innovation can make them money. So they are doing innovations without really having awareness. Or they are not doing any innovation and they just want to continue as the same in the last 50 years or so, because they are simply not aware that innovation can make them additional money and income, etc. So you cannot simply provide them with some monetary incentives and attract them to provide some new projects to funds, etc., because that will be all a show. On the other side, you may have a company which doesn't have the capacity to innovate, although they are in innovational effort. Then you have to devise a different set of incentives for those companies. So I think I'm now at the end of my speech, but the main last point that I want to underline here is yes, Mourad. One very important tip for innovational policy by regional or national governments is please get away from one-size-fits-all innovational policies, which are everywhere nowadays in almost every country. Thank you very much. Mourad, thank you very much. You see, I had to innovate because I thought somebody else was going to present Mourad, so I took the opportunity to say it. Thank you, Mourad, for being with us. And oui, l'innovation par les compagnies, et oui, bien sûr, les gouvernements doivent être des acteurs de premier plan pour stimuler cette innovation-là au sein de sa société. Et je vous assure que notre gouvernement est fermement engagé à réussir, fermement engagé à justement augmenter cette richesse au Québec. On a un Québec qui est ambitieux et qui est désireux de continuer à s'offrir des services de qualité, et on comprend clairement que ça se passe par combler l'écart de richesse que l'on a par rapport à nos vis-à-vis. Et on comprend clairement au gouvernement que pour combler cet écart-là, ça va passer nécessairement, bien sûr, par l'économie et bien sûr aussi par l'innovation. Et on performe très bien au niveau de la recherche selon le Conference Board du Canada, entre autres avec Rémi Quirillon, qui est notre scientifique en chef, dans le fond un collègue de Mourad, qui est aussi un scientifique en chef. On a un A en recherche et on le maintient, mais on ne profite pas suffisamment de ce joyau. Alors, on a encore du travail à faire pour amener les fruits de la recherche et qu'elle se transforme en innovation. Ça veut dire passer de l'idée au marché, passer de l'idée au terrain, que ça s'actualise, que ça se concrétise. C'est là où est-ce qu'on dit
qu'une idée devient une innovation. Il faut, bien sûr, n'est-ce pas, Rémi, valoriser davantage le fruit, les efforts de recherche pour adresser nos grands défis de société, on en a eu dans la dernière année, pour accroître notre productivité, parce qu'au Québec, on a du travail à faire là-dessus et on s'y attelle sérieusement, et pour augmenter notre compétitivité. Et toute cette connaissance, comme je disais tantôt, elle doit se traduire en innovation. Il faut faire des percées majeures, on en a fait, il faut en faire davantage. Il faut amener des technologies révolutionnaires, disruptives, comme on dit en anglais. Il faut générer des processus novateurs aussi, parce que souvent on parle de l'innovation technologique, mais il y a aussi l'innovation organisationnelle et de procédure. Il faut aussi que l'innovation nous permette d'engendrer de grandes économies d'échelle. Et pour ça, dans les dernières années du gouvernement, on a posé des gestes. Entre autres, on a créé le Conseil de l'innovation avec l'innovateur en chef, Luc Sirois, qui est avec nous. Et on a aussi créé Axelis, qui est notre nouvelle société de valorisation et transfert, dont nous avons la PDG, Paul Deblois, avec nous. Et aussi, on a bien compris au gouvernement que l'innovation, ça ne se passe pas uniquement au ministère de l'Économie et de l'Innovation, là où moi, je suis adjointe parlementaire, mais ça se passe aussi à travers tous les autres ministères. Il faut que ça s'actualise encore davantage à travers tous les autres ministères. Et on a ici avec nous Paul Larchevêque, qui est à la tête du premier bureau de l'innovation qui siège au sein du ministère de la Santé, qu'elle a propos que ce soit à cet endroit. Travail, Paul. Le timing, d'ailleurs, est parfait pour qu'on se renouvelle, qu'on se régénère, parce qu'actuellement, nous sommes en plein cœur de la réflexion de la prochaine mouture de la SQRI. SQRI, c'est la stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Et il y a une mobilisation sans précédent. On a reçu plus de 230 mémoires à date, ce qui est plus de 2 fois le dernier maximum de mémoires déjà atteint. On a déjà près de 1500 recommandations en analyse et on a fait une vaste tournée à travers les 4 coins de notre nation dans les derniers mois. Ce que j'ai entendu lors de cette tournée, ça m'a emballée. Je ne suis pas la seule parce que j'en ai plusieurs ici qui ont participé à cette tournée avec moi. J'ai entendu dans toutes les régions un Québec qui a le goût de se réaliser pleinement. J'ai entendu des régions, elles m'ont émue, qui désirent affirmer leur personnalité économique et qui savent, je vous donne un exemple, si on prend la Côte-Nord, qu'elles ont le goût de se faire entendre dans d'autres régions côtières à l'international. J'ai aujourd'hui, je vous les ai présentés rapidement, 4 fières représentations de ce qu'on appelle notre chaîne de création de valeur. Ce sont des acteurs de premier plan qui sont là pour stimuler notre économie, mais surtout pour la baser sur le savoir. Et puisque la nouvelle SQRI va être relancée pour 2022, on va discuter avec eux des enjeux de notre écosystème d'innovation, des liens qu'il faut rendre encore plus signifiants et significatifs entre les acteurs de la recherche, du milieu des affaires, des milieux prenants, quand on parlait de la santé tantôt, et toute notre société. On doit raffermir ces liens-là, les rendre encore plus signifiants, et on va discuter avec eux des moyens qu'on peut se donner pour accélérer la cadence. Alors, je débute tout d'abord, parce que je vais vous les présenter, puis ils vont vous faire chacun une brève allocution. Je débute tout d'abord avec Rémi Quérillon, notre scientifique en chef. Bonjour Rémi. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Vraiment. Rémi Quérillon, notre scientifique en chef depuis juillet 2011, donc depuis 10 ans, Rémi, mon doux. Un vieux. Ouais, ça fait 10 ans de moins. On avait tous 10 ans de moins. Professeur titulaire en psychiatrie à l'Université McGill, il a occupé le poste de directeur scientifique au Centre de recherche de l'Institut Douglas. Et en avril 2009, il a accepté alors la fonction de poste de vice-doyen Sciences de la vie et initiatives stratégiques à la Faculté de médecine et celui de conseiller principal de l'Université, recherche en sciences et de la santé, à l'Université McGill, en plus de prendre la fonction de directeur exécutif de la stratégie internationale de recherche concertée sur la maladie d'Alzheimer des IRSC. Et là, ça, c'est une affaire, là, il faut améliorer la culture scientifique, il faut arrêter les acronymes. Tu nous diras tantôt c'est quoi IRSC. Poste desquels il a démissionné, bien sûr, lorsqu'on l'a nommé comme scientifique en chef en 2011. Professeur Quérillon est le président des conseils d'administration de nos 3 fonds de recherche, les FRQ. Oh boy, je les ai dit avant. Santé, nature et technologie, société et culture. Il a reçu de nombreuses distinctions, pas pour rien qu'il est notre scientifique en chef, dont celle d'officier de l'Ordre du Canada en 2007, et il est membre de la Société royale du Canada et chevalier de l'Ordre national du Québec. Et
Il a tout dernièrement été nommé président du Réseau international des scientifiques en chef, une reconnaissance exceptionnelle qui fait rayonner le Québec à l'international. Rémi, tu as 4 minutes pour t'adresser à nous. Merci beaucoup Marie-Chantal. Merci au recteur Hugh pour son intervention, là. Collègues et conférenciers, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de discuter d'un sujet de grande importance, non seulement pour le Québec, mais je dirais pour la planète entière, soit la fameuse chaîne de l'innovation, de l'idée au marché. J'ajouterais ici, et Marie-Chantal l'a mentionné un peu, là, de l'idée à la société. Oui. Parce que très souvent, des innovations sociétales ont plus d'impact socio-économique que peut en avoir bien des produits. On peut penser au Québec, l'impact socio-économique de la mise sur pied d'un réseau de garderies par le gouvernement du Québec. Donc, ça a amené davantage de femmes sur le marché du travail et maintenant, tout le monde essaie de copier le Québec de ce côté-là. Donc, tout ce qui est femmes sur le marché du travail, entrepreneuriat féminin. Pour moi, comme scientifique en chef, un mot-clé, excellence. Excellence à tous les niveaux de la chaîne. Excellence en recherche, en innovation et en commercialisation. Condition sine qua non. Ça a été mentionné encore une fois par Marie-Chantal. Excellence en recherche, je pense qu'on n'est pas trop pire au Québec. On est assez bon, il y a plusieurs indicateurs en ce sens. En innovation, on a fait de grands progrès au cours des dernières années. Il reste du chemin à faire, mais on a fait quand même beaucoup de progrès. Ou peut-être qu'il y a un peu plus de travail à faire, c'est au niveau de la commercialisation. Et je dois dire qu'ici, on compte beaucoup là, sur les futures zones d'innovation qui devraient être annoncées bientôt par le gouvernement du Québec là, pour faciliter cette chaîne-là de la recherche à l'innovation, à la commercialisation. Très souvent, on dit, si on veut vraiment aller jusqu'au bout de la chaîne en commercialisation, si on investit $1 en recherche et innovation, il faudrait en investir 2-3 en commercialisation. On n'est pas encore là, il y a du travail à faire. J'ajouterais cependant qu'il est important aussi de continuer à investir dans plusieurs secteurs. Bien sûr, il y a des créneaux d'excellence au Québec, mais on ne doit pas non plus négliger d'autres secteurs. On l'a vu avec la pandémie. Hein? Les fameux vaccins à l'ARN qui ont été développés très rapidement, sciences ouvertes, les équipes du Québec ont participé à tout ça. Il y a 2 ans, personne parlait de vaccins à l'ARN, personne parlait des chercheurs dans ce secteur-là, personne parlait des virologistes. Maintenant, tout le monde en veut. Donc, il faut aussi investir assez largement parce que la prochaine grande catastrophe, c'est peut-être un tremblement de terre ou de la radicalisation. Donc, ça nous prend aussi des géologues, ça nous prend des experts en sciences sociales et en sciences humaines. Donc, nous invite tous à réfléchir un peu de ce côté-là. Oui, des créneaux d'excellence, mais investir dans d'autres secteurs aussi pour s'assurer qu'on va être mieux préparé demain lorsqu'on va avoir une autre grande catastrophe, sans parler ici des changements climatiques. Donc, en quelques mots-clés pour moi, excellence, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, ambition, être ambitieux, être audacieux et, ça a été mentionné, je pense, par le recteur, être agile aussi, n'est pas nécessairement une façon de faire, une seule façon de faire. Il faut être capable d'être flexible au niveau des gouvernements pour nous ici avoir un Québec plus vert et plus juste, qui est le thème de la conférence de Montréal cette année. Merci bien. Merci Rémi, et plus durable aussi, n'est-ce pas? Avec nos ODD. Continuellement, tu nous en parles. Et j'aime ça, de l'idée à la société, de la façon que tu l'as formulé. Je dis souvent de l'idée au terrain. Là, tu parlais d'excellence, d'ambitieux, d'audacieux, d'agile. Tu étais en train de faire mon introduction de Luc Sirois, qui est notre nouvel innovateur en chef depuis décembre 2020. Et par extension, le directeur général du tout nouveau Conseil de l'innovation du Québec. Auparavant, Luc a été conseiller stratégique à mon ministre, au ministère de l'Économie et de l'Innovation, pour piloter et mettre en place le nouveau modèle de valorisation de la recherche publique, dont on parlera un peu plus tard avec Paul. Monsieur Sirois, Luc, était aussi directeur général de Prompt, un RSRI qui est tu nous le diras tantôt, merci. Un organisme qui facilite la création de partenariats de R&D entre les entreprises et le milieu public de la recherche afin d'améliorer la compétitivité du Québec sur le marché des technologies de l'information, les TIC.
Il s'est investi dans de nombreuses startups dans le milieu de la santé, notamment en cofondant le mouvement d'innovation en santé Hacking Health, emballant, l'entreprise d'avant-garde en radio-oncologie Resonant Medical est maintenant devenue Electa Canada, ainsi qu'une accélération et fonds d'essaimage en santé numérique. Il a également œuvré à titre de vice-président chez TELUS Santé, Télésystème et Nightingale en santé connectée. Et comme gestionnaire en conseil stratégique chez McKinsey et compagnie au bureau de Montréal, Toronto, Zurich et Paris. Luc Sirois est titulaire d'un baccalauréat en génie électrique de l'Université McGill et d'un MBA de l'Université de Harvard. Luc, la parole est à toi. Tu sais, toi-même, Marie-Chantal, tu es une innovatrice. On est tous ici sur la scène ici des innovateurs, innovatrices. Parmi les gens qui nous écoutent, parmi les gens qui sont ici, ou bien vous l'êtes ouvertement, ou bien il y a en vous un petit innovateur, innovatrice qui chuchote que les choses pourraient être améliorées dans notre organisation, dans notre compagnie, dans notre institution. On a des gens ici qui se déploient à faire ces changements-là, à faire arriver ces changements-là. Mais quand on demande aux entreprises à quel point elles sont innovantes, à quel point elles vont ou bien développer un nouveau produit ou service, ou elles vont adopter des nouvelles façons de faire ou des nouvelles technologies, des procédés pour être plus efficients, plus productifs, bien, la réponse fait peur. Sa réponse fait peur. A priori, on pourrait se dire, bien, c'est plus que la moitié qui ont des projets d'innovation au Québec dans les entreprises. Mais quand on regarde un petit peu, bien, c'est 15 % qui ont un projet de produit, 17 % qui ont un projet de se moderniser au point de vue numérique. C'est un petit peu tentatif. C'est pas Et tu as 40 % qui font rien parce qu'ils se disent « bof ». Mais quand tu fais bof aujourd'hui, quand tu es immobile, tu recules. Hein, la concurrence à l'international, elle est féroce. La commercialisation, on en a parlé, elle se fait de façon extrêmement dynamique, connectée sur des réseaux. La production aussi. Donc, il n'y a pas une transformation numérique à faire au départ. Il y a un rattrapage numérique à faire au départ. Ensuite, on pourra peut-être innover à partir des données, du savoir qu'on aura implanté et de toute cette information-là qu'on aura pu réaliser. C'est ça la valeur des entreprises aujourd'hui. C'est pas juste les bien tangible, c'est le savoir-faire, c'est les compétences. Et ça, quand on regarde les chiffres comme ceux dont je dis, quand on gratte un petit peu, pourquoi les entreprises innovent peu ou innovent peut-être pas autant qu'elles le pourraient, bien, il y a beaucoup une question de culture et de compétences. La culture, c'est d'avoir le goût et de savoir qu'on doit développer des nouvelles façons, des nouveaux produits, des nouvelles façons comme entreprise de prospérer ou comme institution de pouvoir offrir le service à la population. Donc, un, c'est la culture. Puis deux, c'est le savoir-faire. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est un métier c'est pas un métier clairement défini, être innovateur, innovatrice. Être un dirigeante d'organisation, innovateur, innovatrice, c'est pas un métier facile, c'est pas un métier bien connu, bien défini. Pourtant, c'est une science. C'est pas un art. C'est une science. Donc, c'est deux des raisons, deux des objectifs de ce gouvernement de créer un conseil de l'innovation pour aider à dynamiser l'innovation au sein des entreprises, au sein de la société québécoise, entre autres sur la culture, le savoir-faire et plein d'autres façons encore. Merci, Luc. Puis effectivement, quand tu parlais, on a du rattrapage à faire, on veut avancer. Ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est pas uniquement qui n'avance pas recule, hein, c'est qui n'avance pas vite recule. Alors, on accélère le pas. Puis un des moyens qu'on s'est donné, c'est justement de créer cette société de valorisation Axelis. Alors, je vous présente Paul Deblois. Madame Paul Deblois est la nouvelle présidente et première présidente directrice générale d'Axelis. Elle cumule plus de 25 ans d'expérience et de réalisation de terrain en direction et en gestion d'entreprise, notamment dans des contextes de démarrage, de maturation commerciale et de restructuration. De 2017 à 2020, Madame Deblois, Paul, a dirigé la société Sauvard, également active en développement et en transfert technologique. Et de 2005 à 2017, elle a occupé des postes de direction supérieure au sein d'entreprises en biotechnologie. À titre de vice-présidente des opérations chez Diagnocure,
et en robotique à titre de chef de l'exploitation chez BTEMIA, en plus d'avoir assumé la direction générale du regroupement en soins de santé personnalisés au Québec. Elle est par ailleurs administratrice de l'Institut national d'optique et du mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, de Réseau Capital, ainsi que du Musée de la civilisation de Québec. Madame de Blois est détentrice d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill, d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Concordia et d'un certificat en marketing de l'Université du Québec à Montréal. Et elle a de plus obtenu la certification d'administratrice de société du Collège des administrateurs de l'Université Laval. Paul, la parole est à toi pour nous parler d'Axelis et de comment mieux faire la valorisation et le transfert des technologies au Québec. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Merci à toi. C'est le fun de parler après Rémi Quirion, notre scientifique en chef, et Luc Sirois, notre innovateur en chef, parce qu'ils sont vraiment les courroies, je dirais, là, qui sont aux deux bouts de où on est, parce que nous, on est comme entre les deux. Hein? On est après la recherche, puis on est avant l'innovation dans les entreprises. C'est très peu connu, le développement et le transfert, ce qu'on appelle au Québec la valorisation de la recherche. Aux États-Unis, on va parler de TTO, de Technology Transfer Offices. Parfois, on parle de commercialisation de la recherche. Donc, ce sont tous des termes là, qui se relient. Il faut comprendre que ce qui se passe à l'intérieur d'un laboratoire universitaire ou d'un autre établissement de recherche du Québec, c'est intéressant. Il y a potentiellement un chemin vers la commercialisation, mais il y a vraiment très, très loin, il y a un grand chemin ardu entre des résultats intéressants en laboratoire et le fait que monsieur, madame, tout le monde va l'utiliser ou qu'une entreprise va l'intégrer dans sa chaîne de production. Alors, comment on fait ça, ce transfert-là? Bien, d'abord, il faut prendre conscience qu'on a quelque chose d'intéressant dans notre laboratoire. Ensuite, il faut travailler avec le chercheur, l'inventeur, pour développer ses premiers résultats vers quelque chose de concret, un produit, un service. Des fois, on a des plateformes technologiques qui peuvent être très bonnes pour 4-5 secteurs différents. Alors là, ça prend des gens experts qui peuvent faire une analyse technico-commerciale et regarder quel est vraiment le potentiel. Ensuite, est-ce qu'on peut protéger la propriété intellectuelle qui a été développée? Est-ce que ça prend des brevets? Est-ce qu'on a un design industriel? Est-ce qu'on a des droits d'auteur, simplement? Hein? Ça peut être ça. On a une méthode, une nouvelle approche pédagogique pourrait être simplement un droit d'auteur. Mais tout ça, c'est de la propriété intellectuelle. Okay? Et là, est-ce qu'on doit la protéger? Comment on peut la protéger? Comment on peut la protéger de la meilleure façon possible, surtout si on pense aller à l'international? Alors, est-ce qu'on dépose un brevet partout dans le monde ou simplement dans les pays où ça va faire du sens? Ça prend des experts pour penser à ça. Ensuite, on va développer. Pour développer vers une application concrète, ça prend des sous. C'est beau d'avoir une innovation, c'est beau d'avoir un chercheur, du monde qui veulent le faire, ça prend des sous pour développer. Or, le gouvernement du Québec a une enveloppe de maturation technologique qu'on appelle, qui est de la subvention, qui se retrouve vers le milieu de recherche. Et là, on va aider à développer une application qui pourra intéresser un partenaire commercial ou encore une organisation sociale qui va dire, bien, moi, ça, là, je suis capable de l'intégrer dans ma société. Ou une compagnie qui va dire, moi, ça va venir m'aider à améliorer ma compétitivité ou ma productivité. Et là, la dernière étape, c'est d'avoir une entente avec le groupe. Alors, est-ce qu'on a une licence? Est-ce que c'est une licence ouverte? Est-ce que c'est une licence exclusive, non exclusive? Etc. Là, c'est tous des aspects légaux, ça prend encore de l'expertise. Alors, Axelis, c'est l'expertise de tout ce chemin-là. Et nous, on n'a pas de laboratoire, hein, mais on a des gens qui accompagnent les chercheurs, qui accompagnent les entreprises pour faire arriver cette commercialisation. Puis pourquoi on a mis Axelis en place? Bien, c'est parce qu'au Québec, on a la moitié moins de résultats qu'ailleurs dans le monde quand on compare les dollars qu'on met en recherche puis ce qu'on obtient comme retombées. Donc, il faut minimalement doubler nos retombées pour la société québécoise, autant du point de vue économique, industriel que social.
Merci, Paul. Vraiment, c'est extrêmement important ce que tu es en train de mettre en place et qu'à un moment donné, cette grande force-là qu'on a besoin de développer encore plus rapidement, tu disais que ça parle davantage à monsieur et madame tout le monde, que ça fasse une différence dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Ce qu'on espère, ce à quoi on aspire, c'est que ça parle aussi à monsieur et madame tout le monde, parce que si la recherche et l'innovation, papa et maman en parlent davantage à la maison, que fiston et fillette sont intéressés à aller dans ces secteurs-là et d'y contribuer, mais je pense que ça va donner un coup de main pour faire arriver les choses. Alors, Paul, merci. Puis je peux juste te dire que j'ai eu un échange justement avec notre premier ministre sur la propriété intellectuelle et les brevets. Alors, il est fermement engagé à ce que ça se passe. Excellent. Je peux t'assurer. Alors, merci, Paul. Maintenant, on se rend vraiment de plus en plus près dans la concrétisation de cette innovation-là au sein de nos ministères. On a démarré des initiatives d'innovation interministérielle et c'est en train de s'actualiser. Alors, je vous présente en ce moment M. Paul Larchevêque, qui est le nouveau dirigeant de l'innovation au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce depuis avril 2018. Cette nouvelle initiative découle directement de la stratégie québécoise des sciences de la vie. Auparavant, Paul, vous aviez occupé le poste d'associé principal de la firme Cap Cogito, qui exécutait des mandats de consultation en planification stratégique et plan d'affaires, dont le chantier intégration de l'innovation dans le réseau de la santé et des services sociaux. Vous étiez bien à votre place. En 2017, et le Forum des sciences de la vie en 2012 pour le ministère de l'Économie et de l'Innovation et le MSSS, le ministère de la Santé et Services sociaux. Pendant 8 ans, vous avez été président-directeur général de Génome Québec, responsable de la création et de la mise en place d'une infrastructure de recherche compétitive à l'échelle internationale en génomique au Québec. Vous avez œuvré pendant plus de 25 ans dans l'industrie pharmaceutique, entre autres à titre de premier vice-président aux opérations commerciales pour la compagnie GlaxoSmithKline. Monsieur Larchevêque, Paul, est titulaire d'un baccalauréat en sciences biologiques et d'une maîtrise en neurophysiologie de l'Université de Montréal. Et Paul, vous détenez aussi un diplôme de 2e cycle en gestion de l'Institut européen d'administration des affaires, l'INSEAD. Paul, la parole est à vous. Merci beaucoup, Marie-Chantal, puis merci à tous mes collègues de tous les propos. Maintenant que vous avez créé l'innovation, il ne reste qu'à l'utiliser. Alors, et voilà bien le défi. Puis je pense que je vais commencer mon propos en parlant on peut regarder l'innovation comme un diachylon, comme quelque chose qu'on a un problème, on va régler le problème avec l'innovation, ou on peut l'élever au niveau stratégique et se demander, oui, mais est-ce que j'utilise l'innovation pour régler des grands problèmes que j'ai? Et au ministère de la Santé et des Services sociaux, premièrement, on ne manque pas de grands problèmes à régler, parce que c'est au Québec, au Canada et partout dans le monde, les ministères de santé font face à des défis super importants. Et donc, c'est comment on est réussi à faire le pont, d'une certaine façon, entre l'innovation et les grandes problématiques auxquelles on fait face. Quand on parle d'innovation ici au ministère de la Santé et des Services sociaux, dans le contexte que je viens de vous donner, on parle d'innovation technologique, bien sûr, mais on parle aussi d'innovation organisationnelle, les changements de processus, comment améliorer notre organisation et les changements et les innovations sociales. Et sincèrement, c'est rare qu'on a une innovation sans une composante de l'autre qui l'accompagne. Souvent, c'est un mélange auquel on fait face, ce qui augmente un peu la complexité de l'implantation de cette innovation-là, mais en même temps, en augmente la force quand on réussit à l'implanter de façon intéressante. Donc ça, c'est vraiment le propos fondamental sur lequel je veux m'appuyer. Puis pour faire ça, bien, il faut avoir identifié c'est quoi les problématiques auxquelles on veut s'attaquer, parce qu'il y en a une infinité. Il y en a beaucoup. Alors, mais on ne peut pas s'attaquer à toutes les problématiques en même temps. Il faut les sélectionner puis dire, bon, bien, cette année et l'année prochaine, je vais surtout m'occuper de celle-là. Mais prenons l'exemple. Prenons la pénurie de main-d'œuvre dans le système de santé. Ou prenons les problèmes d'accès, mettons les temps de chirurgie ou des choses comme ça. Hein, c'est des exemples très concrets, très précis pour lesquels on peut harnacher, si je peux me permettre l'expression, toute une série d'innovations pour venir contribuer et régler ces problématiques-là. Donc, on doit se dire, OK, bien là, on va les sélectionner, on va dire lesquels qu'on prend pour faire ça, et par la suite, se demander, les implanter,
puis là, mesurer les impacts et mesurer les résultats. Et mesurer les impacts et les résultats, ça ne veut pas dire est-ce que j'ai implanté cette innovation-là? Non. Ça veut dire est-ce que l'innovation que j'ai implantée a réussi à m'aider à régler le problème que je voulais régler initialement? Cette discipline-là est fondamentale au succès de l'innovation pour moi et au succès de l'entreprise d'innovation globale et de la stratégie d'innovation. Pour faire ça, ça nous prend des données, ça nous prend de la discipline, des plans d'affaires précis et ça nous prend une culture d'innovation. Alors ça, c'est vraiment pour moi des points qui sont vraiment fondamentaux, importants. Je vais vous laisser sur une question si je peux. La question est... Souvent, on regarde l'innovation en se demandant « Ah, comment ça va m'aider à faire mon plan à moi? » Mais peut-être que la question qu'il faut se poser, c'est si j'avais accès à cette innovation-là, comment je pourrais faire les choses différemment et ainsi avoir de meilleurs résultats? Voilà. Merci, Paul. Merci à chacun pour l'excellente présentation et la belle question sur laquelle tu nous laisses. On va débuter notre période d'échange. Alors, je vais poser des questions à chacun et on aura l'occasion à la fin de pouvoir échanger entre nous. Je commence avec toi, Rémi, notre scientifique en chef depuis 10 ans. J'imagine que ta lecture de la performance de notre écosystème s'est raffinée dans le temps. Peux-tu nous expliquer justement comment trouver un juste équilibre entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée? Paul nous l'introduisait tantôt. À la fin, on veut régler des problèmes, puis il va falloir pouvoir le mesurer sur le terrain. Alors, comment on trouve ce juste équilibre, Rémi? C'est une très bonne question et peut-être en même temps, elle est peut-être pas posée de manière optimale. Parfait. Très souvent. Vous corrigez? Très souvent, pour moi, c'est plutôt de la recherche appliquée et de la recherche pas encore appliquée. On peut penser ici, par exemple, à l'intelligence artificielle. Okay. Hein, ça a été 30 ans de recherche en mathématiques pure. Et les gens disaient, un collègue, par exemple, comme Oshua Benjo, qu'est-ce qu'il fait là? Il perd son temps sur des équations que personne ne comprend. Ben, aujourd'hui, tout le monde en veut. On peut penser au vaccin ARN, 30 ans de recherche avant, et là, on a besoin de ces... Donc, je pense qu'il faut vraiment aller de ce côté-là et penser plus, je reviens au mot peut-être du début, là, agilité, audace, créativité, pas avoir peur de l'innovation, pas avoir peur d'être audacieux et aller chercher les chercheurs qui sont peut-être en recherche plus fondamentale dans tous les secteurs pour amener à faire quelque chose de très différent, à valeur ajoutée, que ce soit commercial ou sociétal. Mais on voit quand même une espèce de tendance à l'international, surtout dans les pays qui progressent rapidement, à cadrer ou donner une intention plus claire sur les fruits de la recherche qu'ils désirent voir. Alors, il y a quand même une direction plus claire qui est donnée peut-être à travers la société? Il y a aussi, par exemple, au National Science Foundation aux États-Unis, ils doublent le budget de recherche fondamentale. Le gouvernement Biden double le budget. En France aussi, dans des pays plus petits comme la Suisse. Donc, peut-être ce qui nous manque ici, l'aspect recherche, comme on a dit, est assez fort. Il nous manque peut-être ce tissu-là, au niveau peut-être de la petite et moyenne entreprise, même de la grande entreprise, d'être plus innovant. Je pense que Luc l'a mentionné, là, s'assurer qu'on n'a pas peur de l'innovation. On commence dans certains cas peut-être à la base, mais voir la valeur ajoutée de l'innovation, comment ça peut nous aider à mieux faire, être plus productif et plus compétitif à l'international. Concrètement, justement, on désire voir les chercheurs passer plus de temps au sein des entreprises ou même imaginer des entrepreneurs passer plus de temps dans des centres de recherche. Concrètement, est-ce que tu vois des façons de pouvoir faire advenir ce mouvement-là de façon plus fluide? Je pense que ça nous prend un peu des chevals de Troie, si on veut. Là. Okay, ouais. Je dirais, c'est nos jeunes. Hein, okay. La relève. On envoie nos jeunes, on le fait déjà, mais on pourrait le faire davantage, valoriser davantage l'entrepreneuriat scientifique, par exemple, envoyer davantage nos jeunes dans les PME, dans la grande industrie, et comme tu disais, aussi des gens de l'industrie qui viennent davantage d'échanges avec les milieux académiques, les laboratoires académiques. Donc, je pense qu'il faut, entre guillemets, contaminer les deux secteurs avec la nouvelle génération. Polliniser? Polliniser, c'est peut-être mieux ça. Contaminer, je suis trop dans la pandémie depuis 10 ans. Oui, c'est ça, on comprend.
Là, merci Rémi. Luc, tu nous en as parlé un peu tantôt. Pourquoi un innovateur en chef? Je ne sais pas si tu veux approfondir sur la question. Sinon, ton constat, parce que tu as beaucoup participé et tu continues à participer, tu es vraiment frontal au niveau de toute la réflexion sur la stratégie québécoise de recherche et d'innovation. C'est quoi tes premiers constats sur notre écosystème d'innovation? Bien, tu vois, sur le rôle d'innovateur en chef, je pense qu'on comprend bien que si on veut couvrir ensemble l'ensemble de où il y a besoin d'avoir d'innovation. Donc, d'avoir un capitaine sur la glace avec d'autres. Capitaine, c'est un patineur qui encourage les autres à se dépasser puis qui essaye de donner l'exemple. Parce que la clé, ça serait d'avoir des innovateurs, des innovatrices en chef dans toutes les organisations, dans tous les ministères, dans toutes les entreprises. Puis même plus que ça fasse partie de la mission des dirigeantes elles-mêmes. Aujourd'hui, Paul l'a bien expliqué, on pense un petit peu des fois à ça comme un plaster, on mettre un robot, on va faire quelque chose. Non, c'est une façon de gérer son entreprise, son institution pour qu'elle s'améliore sans cesse puis qu'elle résolve des problèmes. Des fois avec la technologie, des fois avec les gens, puis des fois pour faire des profits, des fois pour aider la société. Et souvent une combinaison de tout ça. J'ai adoré la façon que tu l'as dit, Paul. Sur le constat, écoutez, premièrement, là, tu l'as dit, Marie-Chantal, l'engagement puis l'espèce de motivation d'être à la hauteur du rendez-vous avec l'histoire, je pense qu'il est remarquable. Tant au niveau des entreprises que de toutes les organisations, il y a ce désir-là de se dire, regarde, on fait face à des grands défis de société. On fait face bon, pas besoin de parler des problèmes de la santé, des défis au point de vue du vieillissement, du défi au point de vue des changements climatiques, de la biodiversité, de la protection de l'environnement, de l'inclusion des gens dans des communautés qui sont bienveillantes. Puis tout le monde, tu sais, il y a cette petite voix-là qui dit « Hey, ça se peut pas qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. » Puis ça se peut pas que nous, on va être ceux qui vont juste regarder les problèmes sans les attaquer. Ça fait que, mais en faisant le tour de l'écosystème, là, j'hésite à dire ce mot-là, mais vraiment des communautés d'innovation, des communautés d'affaires, des communautés sociales, en rencontrant différents acteurs, actrices, des gens qui essayent de faire des choses, en rencontrant les jeunes aussi, les jeunes leaders qui, eux, comprennent pas comment qu'un gouvernement fonctionne, puis ils sont pas non plus les personnes en charge dans les entreprises. Mais ils s'en foutent parce qu'ils créent des entreprises, ils créent des organisations, ils inventent des solutions, ils relèvent les manches puis ils font arriver des choses. Quand tu rencontres des gens comme ça, tu dis « Wow! Écoute, là c'est vraiment une question de pouvoir, leur donner les moyens de leur ambition, enlever les bâtons dans les roues, puis un peu mettre le feu aux poudres. Faire en sorte que ces individus, ces organisations-là soient aussi bonnes qu'elles puissent l'être, puis qu'elles aient l'ambition de prendre action, puis de le faire. Fait que je pense que ça, c'est un des grands constats que j'ai de ce tour d'horizon. Oui, effectivement. On a le même constat, là, à quel point il y a vraiment une mobilisation importante actuellement, puis il faut prendre la balle au bon et s'y responsabiliser. Puis un peu ce que j'aimais de ce que Paul disait, on veut le faire avec diligence, avec discipline. Tu mets le feu aux poudres, mais de façon organisée. Oui, avec des mesures. Parce que des mesures, c'est intéressant que tu l'aies amené, Paul, parce que quand on voit, puis il y avait tout un débat sur l'intelligence artificielle, quand on a les données, bien, on est capable de voir où sont les choses, prendre des bonnes décisions, puis s'ajuster, puis avancer. Puis ça contribue à amplifier l'innovation. Effectivement. Paul, je m'en viens vers toi. Tu es à la tête de la nouvelle société de valorisation. Puis tantôt, je lisais ta bio. Puis même moi, qui est ingénieur, pourtant... Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas scientifique. Pourtant, quand tu m'as parlé de ce qu'Axelis avait à faire, j'ai bien compris. Et il y a une des choses... on fait beaucoup d'investissements en recherche publique. Il y en a d'autres qui le font beaucoup, puis il y en a d'autres qui le font beaucoup moins aussi. Puis on se positionne bien, avantageusement au Québec en recherche, mais on réalise que les retombées sont limitées ou difficiles à mesurer un peu, comme Paul et Luc disaient. Pourquoi
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter, améliorer ces retombées-là? Je pense qu'on a au Québec encore aujourd'hui, malheureusement, 2 solitudes qui s'ignorent. On a le côté recherche, on a des chercheurs dont l'ADN, c'est de faire de la recherche dans un milieu universitaire. Certains chercheurs m'ont dit, tu sais, c'est confortable d'être chercheur. Hein? On est bien payé, on travaille sur ce qui nous intéresse. Et donc, il n'y a pas le feu au pied, je dirais, pour nécessairement changer ça. On est un chercheur, on a passé, je ne sais pas combien d'années, au moins 10 ans pour réussir à avoir notre doctorat. On travaille dans quelque chose dans lequel on croit. Et on est valorisé parce qu'on publie, parce qu'on va parler de nos recherches sur dans des congrès. On est bien valorisé par nos pairs. On réussit à avoir plein d'étudiants dans notre laboratoire. On obtient de belles subventions de recherche. On a du succès, là, comme chercheur. Fait qu'on est valorisé, okay? On est valorisé de cette manière-là. Du côté des entreprises, près de la moitié des entreprises n'ont pas d'intérêt à innover pour le moment et donc ne vont pas se questionner à savoir qu'est-ce qu'on a dans nos milieux de recherche qui pourrait les aider. Puis dans celles qui s'intéressent, vont dire c'est gros les universités, c'est compliqué, on ne sait pas par quelle porte rentrer. Quand on rentre, on ne se comprend pas. Les licences, c'est compliqué. Gérer l'API, c'est compliqué. Beaucoup de c'est compliqué, fait que ça ne nous tente pas, donc il ne va pas. Alors, je pense qu'il faut d'abord travailler avec les milieux de recherche et travailler directement auprès des chercheurs pour démystifier la valorisation, les accompagner. Un chercheur m'a dit à un moment donné, tu sais, je sais comment gérer ça, un lab, ça fait longtemps que je fais de la recherche et j'ai du succès, mais quand tu me parles d'aller faire un pitch à des gens qui vont me financer pour faire avancer ma technologie, c'est complètement ailleurs, c'est pas moi, c'est une personnalité différente. Mais j'apprécie qu'on m'accompagne. J'apprécie qu'on aplanisse le parcours pour moi et qu'on démystifie que finalement, je ne vais pas... C'est pas parce que je transfère une propriété intellectuelle à une entreprise ou qu'une start-up va se démarrer avec ma propriété intellectuelle que ça m'empêche de continuer à travailler dans ce que j'aime, puis à faire avancer les connaissances. Alors, il faut tout démystifier ça pour le chercheur. Puis du côté de l'entreprise, il faut l'amener aussi, parce que la première chose qu'il faut faire en travaillant avec une entreprise, c'est comprendre d'où ils partent. C'est quoi leur problème? C'est quoi leur problème de production? C'est quoi leur problème de compétition? Et à partir du moment où on comprend les problèmes, puis qu'ils ont le sentiment qu'on les comprenne, là, on est capable de voir dans le milieu de recherche si on a quelque chose qui vient répondre à ce besoin-là. Okay? Et là, nous, faut faciliter le passage, il faut faciliter la relation, il faut être bilingue, okay? Bilingue recherche, bilingue industriel, puis que ce soit fluide. Il faut que ce soit excellent, il faut que ce soit très, très agile. Ça sera le seul moyen de réussir. Et ce matin, j'avais une discussion exactement là-dessus. On me disait, pourquoi en Israël, ça fonctionne si bien? Bien, pour avoir été en Israël dans une mission du gouvernement, moi, ce que j'ai vu, c'est que les entreprises, les chercheurs, les groupes de transfert technologique sont assis du même bord de la table. Ils sont assis ensemble. On ne sent pas qu'il y a 2 solitudes. Oui. Alors qu'ici, il y a du travail à faire pour rapprocher puis voir l'innovation à travers à peu près la même lunette. Être ensemble, puis dans le fond, tout est toujours un grand processus humain, n'est-ce pas? Et les idées, on parle de les faire bénéficier, tu en parles beaucoup, bien sûr, que ces idées-là se transforment au sein des entreprises, mais également, on en a parlé, tantôt on disait de l'idée à la société. Les idées peuvent être prises par des milieux preneurs tels que la santé, Paul, et tu le sais, j'ai eu l'occasion de plusieurs échanges avec notre ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est complètement passionné, comme je disais un peu plus tôt, par l'innovation, et complètement passionné aussi par les données, parce qu'on le voit avec ses tableaux de bord. Et je le vois souvent quand je travaille à côté de lui, qui est en train de donner des améliorations qu'il veut voir sur les tableaux de bord pour qu'il puisse nous parler encore davantage et que ces tableaux de bord-là nous aident à prendre des meilleures décisions. Alors, tu es à la tête du premier bureau de l'innovation qui loge au sein d'un ministère qui est autre que celui du ministère de l'économie et de l'innovation. Comment l'innovation
peut vraiment nous aider à régler nos problèmes de santé. Paul, c'est quoi les ingrédients nécessaires dont on a besoin pour que ça donne un coup de main pour régler nos problèmes de santé? 3 minutes. Eh bien. Maintenant que c'est J'avais réglé. besoin d'améliorer ma question. Hein? Peut-être que Oui, lui va me je le vais dire. faire comme Rémi. T'avais La une chance question de est. le dire. Je pense que tu sais, c'est. Je vais vous le dire, c'est peut-être pas correct, mais je vais vous le dire. Il faut tomber en amour avec les innovations. Hein? Faut vraiment. Là, les innovateurs, là, ils travaillent fort, ils viennent vous voir, ils sont passionnés, puis ils ont parlé avec les chercheurs, ils ont parlé avec tout le monde, puis là, ils arrivent avec une idée. Puis il faut se laisser un peu envahir par l'idée. Il faut épouser cette idée-là avant de commencer à la critiquer, avant de dire « Ah, oh, ça ne marchera pas. » Non, mais c'est vrai! Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'idée parfaite, là. Je veux dire, il y a toujours des problématiques, etc. Puis il faut s'occuper des problématiques. Mais si on commence à voir toutes les problématiques, bien, on n'accédera jamais à l'innovation. Tu sais, en ressources humaines, là, on a une liste, là, on a peut-être vu 2000 innovations depuis le début du bureau d'innovation. Puis on a une liste de, je sais pas moi, 75 initiatives qui nous permettrait d'avoir des impacts sur l'utilisation de la main-d'œuvre, diminuer, les rendre plus efficaces, augmenter, délester un peu les problèmes pour nos infirmières, infirmiers, etc., etc. Donc, il y a un moyen très pratico-pratique de faire ça, mais il faut laisser l'innovation nous séduire un petit peu. Puis je pense que j'en suis sur ce point-là, c'est qu'il faut s'ouvrir à l'innovation. Je vais revenir loin dans mon passé en disant, quand j'étais dans l'entreprise privée, une des problématiques les plus importantes qu'on avait était de cascader la stratégie dans l'organisation. C'est des grosses organisations. Mais le gouvernement, c'est une immense organisation. Et cascader une stratégie québécoise de recherche-innovation, tous les travaux qu'on fait ici nécessitent beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et je pense que ça passe beaucoup par les dénominateurs communs qui sont quels résultats on veut obtenir, puis comment on fait pour atteindre ce résultat-là, puis se mettre à tout travailler ensemble sur un objectif un peu commun. Puis là, tout d'un coup, la collaboration recherche, innovation, entreprise fait beaucoup plus de sens. Oui, tomber en amour avec l'idée, ça nous plaît. Hein? Innovation, c'est un terme féminin. Ça devrait faciliter la chose dans le milieu. Ça devrait faciliter la chose dans un milieu qui est encore grandement masculin, le milieu de la science, les STEM, hein, sciences, technologies. Puis il faut voir comment pouvoir accueillir davantage de femmes. C'est le fun, Paul, de t'avoir avec nous. Merci, Rémi, Luc, Paul, d'être avec nous. Aujourd'hui, je le disais, on est une nation qui est reconnue pour sa recherche, puis demain, nous le serons pour notre innovation. Et je veux qu'on réalise qu'on vient de vivre 1 année et demie d'un grand projet pilote, d'un grand projet de démonstration de ce que c'est qu'un gouvernement innovant. Et je sais que c'est pas prêt d'arrêter. Alors, je vous invite à continuer à embarquer avec nous et à la créer, cette société innovante. Merci tout le monde. Merci. Ça a été vraiment un grand plaisir. Merci.